Quelques informations pour démarrer avant d'entamer réellement l'ordre du jour du conseil municipal. Et une information qui nous paraît importante. Donc, pour ceux qui nous regardent, vous aurez remarqué que nous avons ce soir des masques aux couleurs de l'Ukraine. C'était un petit peu notre façon de penser, d'une certaine façon, que nous avons la chance, dans ce conseil municipal, de faire vivre une démocratie. Et que dans certains pays, cette démocratie est bien mise à mal par des belligérants qui attaquent, qui blessent, qui tuent. Et qu'on souhaitait avoir cette pensée-là. D'autre part, vous informer que toujours sur le même sujet, un groupe de jeunes, dont certains proches de l'ERI, ont décidé de monter une collecte. Et que donc vous verrez apparaître sur la page Facebook de la commune ainsi que sur le panneau lumineux. Vous pourrez aussi voir des affiches chez les commerçants à la sortie de l'école, etc., qui annoncent une collecte donc de samedi et dimanche, qui pour les riz aura lieu à la Grange Fouché de 10h à 18h. Il y a une liste de matériel qui est attendue, simplement pour prévenir que les vêtements ne sont pas forcément attendus en nombre. En fait, ce qui manque aujourd'hui, ce sont des choses d'hygiène et de logistique. Les Polonais aujourd'hui, accueillent dans des gymnases, et donc il manque des rallonges, il manque des multiprises, il manque des lits de camp, il manque des sacs de couchage. Sur la nourriture, la Pologne est encore capable de nourrir, néanmoins, on voit bien que les choses vont aller en s'accélérant. Pour autant, l'Europe a déjà fourni les choses qu'on a un petit peu l'habitude d'acheter pour la banque alimentaire, les pâtes, le riz, l'huile, etc. Et ça, on n'en manque pas. Par contre, en termes de nourriture, ce qui manque, c'est le lait maternisé, les petits pots, parce que pour les très jeunes enfants, il n'y a pas moyen de préparer correctement des repas. Voilà. Et puis, bien sûr, tout ce qui est produits d'hygiène, brosse à dents, dentifrice, shampoing, couches pour bébé, serviettes hygiéniques, coton, voilà. Et sur les aspects plus médicaux, dans la mesure où nous n'avons pas de réseau de médicaments, et il est hors de question d'envoyer des boîtes de médicaments déjà ouvertes ou je ne sais quoi. Par contre, tout ce qui est pansement, bandes, ce qu'on utilise un peu chez nous en fait pour les premiers soins, ça c'est très bienvenu. Et enfin, tout ce qui concerne évidemment les aspects sanitaires, masques, gel hydroalcoolique, etc. Sur les affiches ou sur le site Facebook, vous aurez une liste complète. Voilà. Et j'invite évidemment chacun à participer de cette collecte. Ça sera notre façon de participer à un effort vis-à-vis de populations presque européennes et qui sont globalement à quelques heures de chez nous. Cette collecte passera sans doute par un réseau qui est, j'ai oublié le nom, de protection civile. Ce sont déjà eux qui avaient organisé, lorsqu'il y avait eu l'ouragan Irma, qui avaient organisé tous les acheminements. Donc j'ai donné toutes les coordonnées aux jeunes qui ont déjà pris contact avec eux, et l'Association des maires de France nous conseille de faire remonter ces collectes par ce biais-là, parce que l'organisation, la logistique, les camions, etc. sont déjà en place, et que c'est mieux que d'essayer d'inventer par soi-même. De la même façon, il y a déjà des habitants qui ont évoqué l'idée de faire des dons d'argent pour pouvoir sur place permettre d'acheter par exemple des téléphones et des cartes SIM pour que les familles ukrainiennes puissent continuer à avoir un lien avec ceux qui sont restés en Ukraine.
Donc, pour l'instant, c'est de la même façon. La commune peut d'une certaine façon collecter à la place des gens, mais peut surtout faire remonter les dons par la protection civile, qui a un IBAN officiel et dont on sait que le compte ouvert à cet IBAN n'est réservé que à l'Ukraine. Voilà. Je pense que dans ces périodes-là, tout le monde, par solidarité et spontanément, a très envie de donner, mais qu'il faut un peu contrôler malgré tout ce qui se passe, où ça va, à qui ça va. Voilà, moi j'ai une expérience roumaine un peu malheureuse à ce niveau-là et qui remonte à il y a 20 ans, mais je pense que dans certains pays, il ne vaut mieux pas confier ça à n'importe qui, malgré tout. Je voudrais quand même saluer donc ces jeunes qui vont venir faire des permanences samedi et dimanche. Dire que si certains d'entre vous, ou dans la population qui pourra regarder le conseil municipal, vous souhaitez consacrer 1 heure de temps dans le week-end à venir les aider à récolter, eh bien vous êtes les bienvenus. J'ai un numéro de téléphone si vous le souhaitez pour pouvoir les appeler après et dire bah voilà, moi je peux venir dimanche de 11h à midi, de 15h à 16h, etc. Donc on remettra ce numéro. Alors le numéro de téléphone est sur les affiches hein, et apparaît aussi, je crois, Kevin, sur le site. Hein. Oui. Voilà. Donc ne pas hésiter à utiliser ce numéro de téléphone juste pour vous le faire connaître, soit parce que vous avez un don un peu conséquent à faire et que vous vous assurez qu'il est cohérent, pratique, etc. Soit parce que vous souhaitez donner 1 heure de votre temps pour cette collecte et que vous serez les bienvenus. Ils sont vraiment très agréables et super motivants. Voilà ce que je voulais vous dire comme information. Plus proche de nous et de nos préoccupations quotidiennes, je pense que tout le monde a vu que nous allions vers la fin des travaux du quartier des Sentiers. Ils sont en train de commencer à remettre en état le terrain derrière la mairie. La plupart des plantations sont faites. Nous avons fait la levée des réserves avec Eiffage, qui a pris de l'avance sur le chantier. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, parce que je crois que les habitants, maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'ils ont ces chantiers au quotidien et qu'ils ont été très très patients et qu'ils ont hâte, je crois, que cela se termine. Il restera les garages. On a eu quelques soucis à faire vider les garages par les habitants. Les habitants n'avaient pas bien compris qu'ils pourraient le récupérer après pour aller un peu plus loin. Et puis, une fois que ça a été expliqué, là, tous les garages sont vides, donc les travaux vont pouvoir démarrer sur les garages. Les garages de roues sont en train d'être terminés. Il reste quelques rampes dans les escaliers, parce que c'était une question que j'avais l'autre fois, qui était est-ce que les petits escaliers qui passent d'un niveau à l'autre vont avoir des rampes, notamment pour les personnes âgées? Oui, c'était prévu. Il y a juste eu un souci de livraison du fait du Covid, etc. Il y a eu un peu de retard dans certaines livraisons de matériel. De la même façon, sur l'autre chantier qui nous occupe, l'école, j'avais eu l'occasion de dire que nous n'étions pas très satisfaits de ce qui avait pu être réalisé au titre du revêtement. Donc, nous avons négocié assez sèchement, je dois le dire, le fait que soit repris, donc découpé et repris, toute la partie qui n'était pas bien faite, puisqu'elle conservait des flashs d'eau. Donc l'objectif des travaux, c'est d'enlever les flaques d'eau et la piscine qui existait. C'était pas pour remettre des bassins de trempage de pied. Donc là maintenant, la partie reste le jeu à installer, il reste les copeaux à mettre, les sculptures. Le pare-ballon a été installé. Très sincèrement, voilà, tout le monde est content. Alors les enfants sont très contents. Et alors eux, ils disent que c'est bien que ça dure un peu, parce que comme ça, ils ont une surprise régulièrement. Et globalement, les maîtresses avec qui on a échangé trouvent que c'est vraiment plus confortable, plus joli. Il restera dans les
mois à venir et dès que nous le pourrons, à finaliser par une jolie peinture sous le préau et le long du mur pour que vraiment l'ensemble soit complètement propre. Voilà, en termes de... Tout le monde a vu qu'il y avait eu une livraison d'ordinateurs. On a joué un peu au Père Noël ce soir-là. J'étais très très contente. Donc qui va pouvoir permettre un portable qui, dans chaque classe primaire, va permettre soit à la maîtresse d'éditer elle-même des documents qu'elle pourra utiliser avec les élèves, ou qu'elle pourra utiliser aussi avec un vidéoprojecteur pour faire des projections aux enfants. Et puis, puisque l'éducation nationale a un certain nombre de protections pour l'utilisation des ordinateurs, le conseiller pédagogique qui était là va mettre effectivement les protections qui vont bien. Et ces ordinateurs pourront donc servir aussi à des groupes d'élèves pour faire des recherches par petits groupes. Ce qui est plutôt intéressant là aussi parce que ça permet de travailler en groupes différenciés et pendant qu'il y en a un qui fait des recherches sur une thématique, la maîtresse peut s'occuper d'un autre groupe, peut-être en plus suivi ou des choses comme ça. Voilà, est-ce que vous voyez d'autres informations que j'aurais oubliées? Alors, je vais donc ouvrir ce conseil municipal officiellement avec deux choses. La première, nous permettre d'accueillir Corinne Rabet, qui va donc prendre la place dans le conseil municipal et du groupe municipal de Valérie Thirier. Vous vous souvenez, Valérie était en formation, a été beaucoup absente du fait de la formation. Sa formation l'amène à avoir une transformation de vie professionnelle. Et donc, elle a souhaité pouvoir se dégager d'un engagement qu'elle avait pris au regard d'un choix professionnel qui peut se comprendre. Bienvenue Corinne. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger et je sais Corinne très volontaire pour s'emparer de certains sujets et venir aider l'ensemble de l'équipe. Donc merci et bienvenue à toi. J'excuse par ailleurs donc Nicolas Lecarf qui est retenu pour des raisons professionnelles à Laval, c'est un petit peu compliqué d'être là à 19h30, et Éric Merlin qui nous a appris cet après-midi qu'il était malade. Alors je lui souhaite un prompt rétablissement, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que la maladie, c'est plutôt une gastro-entérite, et que si la gastro-entérite revient, c'est que le Covid s'éloigne un petit peu. Mais après tout, ça veut aussi dire qu'on est en train de laisser tomber les gestes barrières peut-être un peu vite. Et donc, je demande à tout le monde de continuer à faire très très attention, malgré tout. Je vais faire l'appel, ce qui permettra donc de donner le nom des pouvoirs. Bertrand Aubert. Présent. Patrice Bollard. Présent. Johan Cancalon. Présent. Michel Chria. Présent. Bruno Normand. Présent. Christelle Demante. Kevin Lanctuy. Présent. Donc Nicolas Lecarf m'a donné le pouvoir à moi. Moi-même, je suis présente. Isabelle Levert. Présent. Éric Merlin a donné le pouvoir à Madame Chria. Delphine Pommier. Présente. Fatma Rafik. Présente. Carole Jusco. Présente. Corinne Rabet. Présente. Chantal Contremoulin a donné pouvoir à M. Lefebvre. Marc Dumontier a donné pouvoir à Mme Méraud. Et donc, Éric Lefebvre. Présent. Anne-Gaëlle Méraud. Présente. Merci. Je fais passer la feuille pour le marchement. Y a-t-il un volontaire pour être secrétaire de séance, sachant que... Corinne, elle est là. Voilà. Bon, Corinne, c'est un test. Voilà, c'est ça en fait. C'est le bisutage du conseil municipal. Bon, en fait, ne t'inquiète pas. Hein. Il y a quelqu'un qui prend plein de notes et il n'y a pas de souci. Et je vous propose donc d'approuver le procès verbal du conseil municipal du 14 décembre.
que vous avez reçu normalement. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non. Je vous remercie. Donc nous allons considérer qu'il est approuvé. Et de la même façon, je le fais tourner pour que vous le signiez. Et ensuite, je passe à la Alors, approbation du compte de gestion 2021. Alors, Madame la maire rappelle que le compte de gestion retrace la situation financière et patrimoniale de la commune. Il est voté. Alors, elle présente le compte de gestion en fonctionnement et en investissement et les résultats qui en découlent. Considérons la présentation du budget définitif de l'exercice 2021, les décisions rectificatives qui s'en rattachent, les titres définitifs, les créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de l'enveloppe de compte de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Alors, considérons que Madame la trésorière a repris l'écriture. Je vais bien Monsieur Prévalet. Monsieur le Donc, a repris les montants donc, des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui des titres de recettes émis et de tous ceux des mandats de paiement annoncés qui a procédé à toutes les opérations d'ordre qui ont été prescrites dans ces années, considérant les opérations de recettes paraissent régulières et suffisamment justifiées. Je vous demande de bien vouloir approuver le compte de gestion de Monsieur le Trésorier municipal. Alors, je crois, on l'a toujours pas vu. Alors, on a le cas en fait. On a les cas. Oui, ça fonctionne. Ça marche. En fait, donc, on a dans le document que vous avez reçu l'état de rapprochement fait par la DGFiP avec le même problème qu'on a eu l'autre fois, c'est-à-dire pour le CCAS, le fait qu'ils ne soient pas en capacité de nous envoyer le compte de gestion définitif. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que le rapprochement qu'ils nous ont envoyé correspond exactement aux chiffres qu'on a dans le compte administratif. Et que donc, si vous en êtes d'accord, ce qui est proposé, c'est de considérer que les rapprochements qui nous sont envoyés et que vous avez puisque vous les avez envoyés, Hélène, soient considérés comme, de toute façon, c'est le définitif de la DGFiP. On n'a pas juste la forme finale des choses. Donc, soit vous acceptez qu'on le considère qu'il est bon, puisqu'ils nous ont validé nos chiffres, et donc on le vote, voilà. Ce qui nous permet derrière de voter le compte administratif et de vous montrer qu'on est bien sur les chiffres. Soit on considère, vous considérez les uns et les autres que tant que vous n'avez pas le document officiel, vous ne souhaitez pas le voter. Et dans ce cadre-là, nous referons un conseil municipal, fin mars maintenant, pour acter définitivement le compte de gestion et le compte administratif. De toute façon, les chiffres ne changeront plus et nous, on les a intégrés dans le dossier. Ça, on a besoin de le faire. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, moi, c'est un avis que je vous demande. Je suivrai l'avis. Hein. Ça ne me pose aucun problème. C'est juste de savoir si on y va ou si on y va. Ben, moi, personnellement, je préfère avoir le compte de gestion complet, en fait. Je sais que nous, on l'attendait toujours, justement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Même s'il y a eu un rapprochement... Oui, non, mais moi, je préfère l'avoir. Très bien, donc on refixera une date fin mars pour le compte de gestion et le compte administratif fin mars. Et on affectera les résultats à ce moment-là, qui nous vont passer en délibération. Ce qui ne nous empêche pas de voter le budget, et je vous propose de vous le présenter
Alors, j'essaie de récupérer mes papiers. Je vais me déplacer, Johan. Je vais te suivre, Camille. Voilà. Alors, simplement, j'ai souhaité essayer de faire une petite présentation que j'espère un peu pédagogique. Je n'en suis pas sûre et je ferai un commentaire avec. Mais parce que je trouve que le moment du vote du budget est un moment important. C'est quand même ce moment-là où, avec les moyens qui nous sont attribués, les nôtres, on décide de projets et on décide de favoriser tel investissement ou tel autre, dans le fonctionnement, de mettre des choses en avant et moins d'autres, etc. Donc, c'est pour ça qu'il m'a semblé important. Alors, attendez, je ne suis pas très doué. Alors, j'ai trouvé un petit schéma que je trouvais intéressant, que j'ai présenté déjà à certains, juste pour essayer de comprendre un peu comment est fabriqué un budget. Donc en fait, un budget déjà, dans le budget, il y a deux choses. Il y a le fonctionnement et il y a l'investissement. Dans le fonctionnement, en dépenses, on va avoir essentiellement les charges de personnel, tous les services à la population, la cantine par exemple, les services à la population, les agents qui sont dédiés aux services publics. On va avoir aussi le coût de fonctionnement des bâtiments municipaux. Voilà. Et donc, ça c'est surtout le 11 et le 12 qui sont vraiment très importants. Et puis, on va en fonctionnement payer l'intérêt des emprunts. Quand on fait un emprunt, on rembourse une partie d'intérêt et une partie de capital. Et les intérêts se payent sur le fonctionnement. En face, on va mettre en recette tout ce qui est impôts locaux, toutes les dotations de l'État, les dotations de l'agglo, et on va mettre le paiement des services à la population. Les familles qui payent la cantine, les gens qui louent la salle des fêtes, voilà, tous ces services qui sont rendus, on va les intégrer dans les recettes. Ce qui est important, c'est que les recettes de fonctionnement soient supérieures aux dépenses. Pourquoi ? Parce que le delta entre positif, si possible, entre les recettes et les dépenses, on a le droit de le passer dans la partie investissement. Et donc, on va pouvoir, en recette, mettre une partie de cette épargne disponible. C'est comme quand en fait vous décidez de changer de cuisine et de mettre une cuisine aménagée chez vous. L'exemple est pourri. Non, il est actuel, je trouve. Ça coûte cher, donc on ne va pas pouvoir la payer d'un seul coup. Donc en fait, sur son fonctionnement habituel, on va essayer de faire quelques économies. On va peut-être aller moins au restaurant, moins au cinéma, moins s'acheter de vêtements, on va peut-être faire attention à sa consommation d'électricité, etc. Et puis, ce qu'on aura gagné sur nos dépenses habituelles, on va le mettre sur un livret et on va le transformer en investissement pour aller acheter la cuisine. Et le montage de la cuisine qui va avec. Je ne sais pas si vous connaissez. Et tous les changements qu'il faut faire entre deux. Voilà, et tous les travaux qu'il faut faire entre deux. Les recettes, ce sont les emprunts. Ce sont les subventions. C'est-à-dire l'État qui subventionne un certain nombre de choses, le département
l'agglo, etc. Et puis on va avoir des recettes propres, et notamment le remboursement de TVA. Quand nous faisons des travaux quelque part, nous payons 20% de TVA. Mais l'année suivante, la collectivité peut en récupérer 16%. Et donc, ça redevient une recette. C'est une dépense à l'année -1, c'est une recette un peu amoindrie, je vous l'accorde, mais c'est une recette l'année suivante. Et on va y rajouter donc notre épargne brute pour avoir de l'épargne disponible, qui va nous permettre ensuite, et ça c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, parce que c'est nous qui le créons, ça. Le reste dépend de l'extérieur, ça c'est nous qui le créons avec notre gestion. Et cet autofinancement, plus les subventions, etc., va nous permettre effectivement de faire des dépenses d'investissement, construction d'équipements, entretien de la voirie, un certain nombre aussi d'entretien de bâtiments déjà existants qui peuvent être mis dans l'investissement. Et il faut toujours penser à garder une part, parce qu'on doit rembourser tous les ans la part du capital de l'emprunt. Donc, sur cette épargne disponible, vous voyez, on en opère quand même déjà une partie, parce que ça tombe jusqu'à la fin de l'emprunt, bien évidemment. Voilà comment on construit globalement un budget municipal. Donc c'est important à savoir parce que à partir du moment où, avec l'exemple que je donnais tout à l'heure, eh bien il y a des choix en fonctionnement où on va essayer de ne pas trop dépenser en fonctionnement pour garder une capacité d'investissement. Sinon, eh bien, la commune elle fonctionne, mais elle ne peut pas faire de travaux. Voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, je vous donne quelques chiffres et je reprends mes petites feuilles parce que moi je connais pas tout par cœur. J'espère qu'on voit à peu près les couleurs. Donc sur les dépenses de fonctionnement, il y a un certain nombre de chapitres qui ont des numéros. Le 11, c'est les charges à caractère général. Donc là, on va trouver quoi? On va trouver tous les fluides. La communication, les honoraires, le petit entretien de bâtiment, les achats de petits équipements, l'essence pour mettre dans les tracteurs. Voilà, on va trouver tout ça au 11. Et là, donc aujourd'hui, on est sur 433 239 euros de dépenses prévues. Alors, je vous avoue que pour construire ce budget qui reste malgré tout encore assez serré, très clairement, ces dépenses-là, pour l'instant, on a essayé de alors pas les minimiser parce que c'est pas bien non plus de minimiser une dépense, mais d'être au plus juste de la réalité par rapport au budget de l'année dernière et des dépenses de l'année dernière. Le 12, qui est le gros chapitre, hein, c'est celui-ci, 527 570, ce sont les charges de personnel. Alors quand je dis charges de personnel, ce n'est pas que du salaire, c'est aussi les caisses de retraite, la médecine du travail, les cotisations salariales, cotisations patronales, etc., etc. C'est-à-dire que vous savez tous que ce que vous gagnez à la fin du mois en net n'est pas du tout la dépense de l'employeur. On est d'accord. 23. Donc là, on est sur le virement à la section d'investissement, les 165 486. Donc ça, c'est la part, on est dans la dépense, mais c'est la part d'économie qu'on a fait et qu'on va pouvoir remettre dans l'autofinancement de l'investissement. Ensuite, nous avons en vert, oui c'est ça, 65 autres charges de gestion courante. Alors là, vous allez trouver les indemnités d'élus, les subventions aux associations, la subvention au CCAS et les contributions du type SDIS, école de musique, etc., qui ne sont pas minimes. Et donc nous sommes sur une somme de 221 686.
Et puis, le 67, qui est alors une toute petite enveloppe, si je regarde bien, qui est ce qu'on appelle des charges exceptionnelles. C'est là qu'on se met une petite somme de côté pour les annulations de titres, pour les petites choses qu'il faut régulariser en termes de dépenses qui ne permettent pas de fonctionner, mais simplement de rattraper des choses. Donc là, on est sur les dépenses. Ensuite, toujours dans le budget de fonctionnement, nous sommes sur les recettes. Alors, les recettes, la première chose qu'on regarde, c'est à partir du moment où on a fait son compte administratif et le calcul de ce qu'on a dépensé l'année dernière et des recettes qu'on a eues, on va dégager une somme, 198 615,69 €, et vous verrez que quand on votera le compte administratif et le compte de gestion, c'est l'excédent que nous avons réussi à dégager cette année, en 2021, pour pouvoir le mettre sur l'exercice 2022. Ensuite, nous avons, alors le 13, je ne sais même pas s'il apparaît le 13. Ah oui, alors ça va être le tout petit là, qui est là, je pense. Non, même pas. Non, il n'apparaît même pas. C'est les atténuations de charges. Alors, je crois de mémoire qu'il est de 2500 € dans le budget. Et ça, c'est les remboursements de rémunération du personnel. Quand un personnel, par exemple, est malade, au bout d'un moment, il y a une prise en charge par une assurance. Donc, comme l'année dernière, on a touché 2500 et qu'on a des personnes toujours en arrêt maladie, on dit qu'on va toucher à peu près la même somme. Et puis, ce n'est pas une somme importante. Ensuite, le gros morceau, c'est 70. Donc, vente de produits et de prestations. Donc là, on est sur cette somme-là, si je ne m'abuse. Ah, j'ai un doute sur les couleurs. Non, ça doit être ça. 91 800. Là, on va trouver les paiements de cantine des familles, les locations de salles, et on va trouver la place de marché, par exemple, hein, puisqu'on avait instauré une petite taxe pour le marché, on va y trouver la place de marché. 804 368, ça c'est le gros morceau de nos recettes, ce sont les impôts et taxes. Alors, il y a les impôts directs payés par les habitants, mais il y a aussi toutes les dotations de solidarité aux communes, soit par l'État, la dotation de solidarité de l'agglo aussi. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la part importante de nos recettes, et heureusement qu'ils existent, parce que sinon, je pense qu'aucune commune, globalement, ne pourrait fonctionner. En 74, donc ce qui est bleu pour moi, et là, on va être sur les 348 910, c'est les dotations et participations. Et donc là, vous allez avoir là aussi un certain nombre de dotations de l'État liées au fait que vous êtes une commune rurale ou un quartier politique de la ville ou une commune moyenne comme nous, etc. Et vous allez retrouver les remboursements de FCTVA, la TVA qu'on a payée l'année précédente et dont on nous en rembourse une partie. Voilà. Et puis, il y a les petits 23 000 là-haut, qui ne sont pas rien, mine de rien. Ce sont les autres produits de gestion courante. Et ça, c'est essentiellement aujourd'hui, pour nous, les revenus des locations au village d'artisans. Voilà. Pour l'instant, mon adjointe ne hurle pas, donc je n'ai pas dit de bêtises. Je suis assez contente de moi. On passe maintenant à l'investissement. Alors, j'ai perdu mes dépenses, elles sont là. Voilà. Donc, dans les dépenses d'investissement, et on y reviendra, mais la grosse partie, qui est la partie en rose, 351 631, ce sont les emprunts et dettes assignées. Alors, je rappelle que nous n'avons pas fait d'emprunt depuis que nous sommes élus, et que ce sont des emprunts qui avaient été pris, alors, notamment essentiellement pour
le centre de loisirs et la restauration scolaire. Mais assez traditionnellement, ce type d'emprunt se fait au moins sur 15 ans. Donc voilà. Jusqu'en 2026. C'est ça, c'est jusqu'en 2026, exactement. La petite somme de 31 000, c'est donc ce qu'on appelle, alors, dans le jargon de comptabilité publique, l'immobilisation incorporelle. J'adore ce mot. Je trouve qu'il ne peut rien dire, j'adore. Ça va être les frais d'études, les frais de géomètre, le fait, par exemple, on travaille en ce moment sur les terrains EPFL, c'est là qu'on va mettre le travail de l'ONF sur les 3 fameux tilleuls, etc. Voilà, ce sont des frais d'études. Et enfin, les immobilisations corporelles, où là on est sur 125 100, ce sont en investissement les autres bâtiments. Donc je rappelle que en 2022, notre chantier à venir, c'est le toit de la mairie, sur lequel nous avons fait donc toutes nos demandes de subvention et sur lequel nous devrions démarrer des travaux en juin, normalement, sachant qu'il faut découvrir, refaire la charpente, recouvrir et isoler le toit, ainsi que la cage d'escalier qui y mène, parce que quand on voit dans l'état où elle est, il faut vraiment faire quelque chose. Et puis évidemment, le reste de la somme, c'est des petits travaux de voie, des installations générales, c'est-à-dire qui nous permettent effectivement d'avoir un tout petit peu de souplesse au cas où il faille faire une dépense un peu plus lourde. Voilà, je vous ai présenté les grandes masses. Alors tout à l'heure, quand on votera par chapitre, mais je trouvais intéressant quand même de vous donner un petit peu d'explication de ce que c'était. Ceux qui le souhaitent, je peux envoyer le PowerPoint, hein, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire voir artisanalement, c'est moi qui l'ai fait, mais ça permet d'avoir un peu de lecture là-dessus. Et puis, je vais donc... Je vais enregistrer si tu veux. Voilà. C'était la séquence pédagogique. Et donc, si je reprends maintenant le vote du budget en tant que tel, je vous propose qu'on le vote par chapitre, et pas ligne par ligne, parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, il fait froid et je ne suis pas sûr que tout le monde ait mangé. Donc, voilà. Et surtout, l'obligation, c'est le chapitre. Donc, je vous propose, en dépenses de fonctionnement, le chapitre 11, charge à caractère général, donc tout ce qui est fluide, essence, petit entretien, petit équipement, etc. Je vous fais une proposition à 433 293,37 €. Y a-t-il des abstentions? Je sais pas, c'est 239, 433, 239, il y avait 97 sur le document. Non, c'est pas ça. Alors attendez, je reprends, mais pour moi, c'est les chiffres que je viens de vous présenter, donc c'est pas les mêmes, c'est pas le temps. Vous êtes bien sur le BP, pas sur le compte administratif. Hein. Bah oui, c'est sur le BP, proposition BP. Bah moi je viens 433, 239,37. Oui, c'est ça. Mais pas 293. Vous aviez dit 293. Ah, pardon, c'est moi qui ai inversé. Ah, pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai inversé 2 chiffres, je lis trop vite. Je suis d'accord avec vous. Oui, ça. Donc, sur le c'est ça, il y a Hélène qui commençait à pas lire en disant Non, il n'y a pas de. je me suis trompé. Elle est aussi blanche que son écharpe. Hélène, remettez-vous. Donc le 11, charge à caractère général, j'essaie de le faire correctement cette fois-ci, 433 239,37
€. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Chapitre 12. Charges de personnel et frais assimilés. 527 570 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Chapitre 14. Atténuation de produits. 62 189,15 €. Contre? Abstention? Je vous remercie. Chapitre 23. Virement à la section d'investissement. 165 486,67 €. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. 42. Opération d'ordre de transfert entre sections. 48 025,50 €. Vote contre? Abstention? Merci. 65. Autres charges de gestion courante. 221 686 €. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. 66. Charges financières. 12 000 €. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Chapitre 67. Charges exceptionnelles. Les 1 500 € dont je parlais tout à l'heure. Contre? Abstention? Je vous remercie. Je vous propose donc un BP en dépenses de fonctionnement d'un total d'1 471 696,69 €. Nous pouvons donc maintenant passer aux dépenses. Non, c'est les ressources. Je fais les recettes. Logique. Donc je passe à la page 3 et je vous propose les recettes de fonctionnement. Au 002, le résultat d'exploitation reporté de 198 615,69 €. Contre? Abstention? Merci. 013, atténuation de charges, 2 500 €. Contre? Abstention? Je vous remercie. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, prestations de services, 91 800 €. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. 73, impôts et taxes, 804 368 €. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Chapitre 74, dotation et participation, 348 910 €. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 23 000. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Le chapitre 76 est particulièrement important puisque les produits financiers s'élèvent à 3 €. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Et produits exceptionnels, chapitre 77, 2 500 €. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Nous avons donc des recettes de fonctionnement à hauteur d'1 471 696,69 € en équilibre avec les dépenses. Ça tombe bien, c'est obligatoire. Je vous propose ensuite de voter l'investissement, donc les dépenses d'investissement. Chapitre 16, 125 100 correspond donc à emprunts et dettes assimilées. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Chapitre 20, qui sont les fameuses immobilisations incorporelles pour 31 000 €. Donc, je rappelle que les années précédentes c'était beaucoup plus bas, mais que parce que nous sommes effectivement sur un travail sur les terrains EPFN, il y a des frais d'études à réengager. Nous avons engagé déjà les frais de géomètre et nous lançons aussi le pré-diagnostic des fouilles archéologiques.
de façon à ce que, quand nous allons pouvoir acheter les terrains, nous ayons pu déjà purger de tout recours l'ensemble des terrains et que donc l'achat soit presque immédiat, enfin la revente soit pratiquement immédiate à l'achat, ce qui évitera que le pré-relais dure des mois et des mois et coûte de l'argent. Donc on investit en fait pour dépenser moins après. Donc j'en étais au chapitre 20, 31 000, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et le chapitre 21, sur lequel, là, nous mettons donc 351 631,98 € pour tout ce qui est bâtiment public, avec une grosse somme qui est pour finir la cour de l'école, puisque le chantier est à cheval sur 2 années budgétaires et qu'il nous reste des factures à payer, et sur la mairie pour refaire le toit. Nous avons donc un total d'investissement à 507 731,98. Face à quoi il va falloir mettre des recettes. Donc les recettes d'investissement au chapitre 21, qui est donc le virement de la section d'exploitation, nous retrouvons nos 165 486,67. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Au chapitre 40, donc là nous allons avoir les amortissements et puis un certain nombre de rattachements par rapport au bâtiment pour 47 665,50 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le chapitre 10, donc celui qui est sur la FCTVA, les taxes d'aménagement, etc., pour 138 021,81. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, le chapitre 13, qui sont les subventions obtenues pour 156 558 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et de la même façon, donc en investissement, nous avons un total de recettes de 507 731,98, qui est équivalent à la dépense. Voilà. Eh bien, nous avons donc voté notre budget. Je vous en remercie. Et je vais donc... il y en a deux, pardon. Je fais tourner 2 feuilles de signature, puisque le budget doit être signé en tant que tel pour être lié à la délibération et envoyé en préfecture. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au budget? J'ai essayé de vous présenter un peu rapidement, je l'accorde, mais un peu globalement aussi, l'ensemble des dépenses prévues. Et avec toujours, on va essayer d'être toujours dans cette même attention, de ne pas dilapider ce budget communal, de façon à pouvoir vraiment répondre le plus possible, soit à des réparations nécessaires, soit à des besoins de développement. Il y a ensuite une délibération, parce qu'elle est spécifique, d'attribution aux associations. Voilà. Donc, je vous ai tous fait parvenir un tableau, qui est ce qu'il est, mais sur lequel j'essaye, au regard de l'occupation des bâtiments, de l'électricité consommée, alors évidemment au prorata du temps passé dans le bâtiment, ou du nombre de mètres carrés utilisés, de façon à ce qu'on puisse un petit peu se rendre compte, globalement, la subvention, l'association, elle peut avoir une subvention, mais de toute façon, sa vie a déjà un coût, en fait, pour la commune, par l'utilisation de salles, le chauffage, l'eau, etc. Voilà.
Donc ça, c'est un travail qu'on a fait en interne. Après, on peut rencontrer les associations, leur montrer, etc. Et puis, vous faire une proposition. Si vous voulez, je vais reprendre le tableau. Donc le RC Lévis, la proposition est de maintenir la subvention de 2 000 euros. Pour le judo, nous proposons 750 euros. Ils étaient à 1000 l'année dernière, mais l'accord que nous avions avec eux, c'est qu'ils avaient des tatamis à acheter et que donc nous faisions une subvention un petit peu plus importante parce que ils devaient rembourser les tatamis qu'ils avaient achetés et qu'on s'était engagé à s'équiper. Et par ailleurs, je voudrais vraiment remercier ces deux associations parce que quand je les ai rencontrées la première fois, je leur ai tout de suite parlé aussi des subventions qu'on pouvait aller chercher au département. Et les deux clubs l'ont fait et ont obtenu un peu de subventions. Et c'est vrai que les subventions obtenues du département nous permettent aussi, nous, de ne pas être les seuls financeurs de façon lourde pour nos finances. La Saint-Hubert et les Temps-Manchon n'ont pas posé de demande. L'UNC avait fait un gros effort l'année dernière. J'avais demandé un gros effort à toutes les associations. Habituellement, ils étaient, dans les autres années auparavant, à 500 euros. Dans la mesure où le Covid a encore arrêté un tout petit peu le fonctionnement, nous proposons 400 euros. Sur le souvenir français, nous proposons la même somme que toutes les autres années, c'est-à-dire 250 euros. Et je rappelle que cette association fait un énorme travail de nettoyage des tombes des soldats, notamment étrangers, et ce qui nécessite de l'achat de produits d'entretien, de fleurs pour les fleurir, etc. Donc je trouve normal qu'on continue à le soutenir. Club du troisième âge, l'année dernière, ils avaient accepté l'effort de repasser à 1000 euros. C'est vrai qu'ils ont encore un peu d'argent en caisse, et donc nous proposons cette année 1500 euros. Et si les adhérents dans les années suivantes devaient remonter parce qu'elle a un peu baissé, nous reverrions à ce moment-là, bien sûr, la subvention à la même hauteur. À cause avait obtenu l'année dernière 150 euros. Cette année, il n'a pas fait été de demande. Et par ailleurs, j'informe que c'est une association qui va sans doute se mettre un peu en sommeil. D'abord parce que, peut-être vous l'avez vu dans la presse, il y a un petit problème de bénévolat. Et que par ailleurs, comme nous travaillons actuellement avec M. Lantuy et un promoteur pour essayer d'assainir, on va dire, ce quartier, il faut que nous vidions les locaux d'À cause parce qu'ils seront détruits juste après. Donc, au regard de l'âge de la présidente et de son état de santé, du peu de bénévoles, du fait qu'il faille détruire les locaux, du fait aussi qu'un certain nombre de services que cette association a vraiment rendus, mais qui a trouvé preneur auprès de d'autres associations, en fait. Aujourd'hui, Epireuil va nous faire des ateliers cuisine, ce qu'elle proposait il y a 7-8 ans. Le PIMS va venir faire des permanences, c'est-à-dire que tous les gens qui ont quelques soucis avec l'administratif vont trouver une réponse. Voilà. Donc, globalement, avec tous ces constats-là, on considère qu'aujourd'hui l'association va plutôt se mettre en sommeil et donc n'a pas besoin de subventions. Et Epireuil, nous restons malheureusement quasiment au même nombre de bénéficiaires et du nombre de personnes bénéficiaires. Donc je vous propose de maintenir les 2000 euros. Le patch broderie l'année dernière n'avait pas obtenu de subvention. Cette année, ils nous ont fait une demande exceptionnelle parce qu'ils organisent une journée régionale, alors dans nos locaux, mais ils reçoivent d'autres pratiquants, etc. Et donc, pour soutenir cette petite journée, nous proposons une subvention de 150 euros. Lire et faire lire, tous les ans, demande 100 euros, donc on leur donne 100 euros. Le comité des fêtes, je ne vous le cache pas, demandait beaucoup plus, mais
c'est quand même compliqué pour l'instant d'augmenter énormément la subvention, et donc pour l'instant nous leur proposons de maintenir celle de l'année dernière à 1500. Le CFA, c'est une subvention qui augmente, mais parce qu'elle est liée au nombre d'élèves scolarisés dans le CFA à hauteur de 70 € par élève lérisien scolarisé dans cet établissement. Et vous en déduirez qu'il y en a 7 cette année, alors qu'il n'y en avait que 4 l'année dernière. Depuis que nous sommes élus, le réseau d'aide de l'école nous faisait une demande, mais pas toujours dans les temps, pas avec le bon dossier, etc. Donc on les a un peu accompagnés cette année, et donc ils ont bien déposé leur dossier. Ils demandaient 300 €, je propose 200 € pour cette année, et puis là aussi, s'il y a à un moment un achat exceptionnel, mais dans les années suivantes, on pourra revisiter cette subvention. Enfin, les coopératives élémentaires et maternelles que nous maintenons à 1400 € et sur lesquelles il faut ajouter les crédits loisirs qui étaient en 2021 de 4100 €. On voit qu'il y a eu une certaine reprise des activités des enfants jusqu'à 18 ans. Et donc cette année, nous avons une dépense de 4335 €. C'est donc une proposition totale, tout compris, à 16 725 € pour les associations. Y a-t-il des questions? La Saint-Hubert, ça vous a pas demandé à vous? Ils n'ont rien demandé. Bon, voilà, c'est ça. Le dossier leur a été envoyé, il n'y a pas eu de retour. Voilà. C'est normal. Donc, j'ai pas eu de nouvelles du tout. Je sais pas. Ils n'ont pas demandé. Alors après, c'est vrai que, peut-être pas à la Saint-Hubert, mais par exemple, plutôt en Manchon, participer avec d'autres associations à des animations qui n'ont pas eu lieu depuis 2 ans. Donc peut-être qu'ils ont considéré que leur fonds de caisse était suffisant pour ne pas demander cette année. Leur trésorerie suffit. C'est ça. Si leur trésorerie suffit, ça me va bien, je ne vous le cache pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Enfin, les taxes ménages. Je vous propose donc une augmentation très modérée de 1%, parce que je pense que dans une bonne gestion, il faut suivre un petit peu le cours de la vie. L'inflation est supérieure à 1% cette année. Pour autant, il ne faut pas non plus assassiner les gens en remontant d'1%. Alors, vous n'avez pas les mêmes taux d'habitude parce que vous vous rappelez, l'année dernière, on avait pris un temps pour expliquer qu'il y avait eu une fusion des taxes départementales, c'est ça, Christelle, et des taxes communales. Ce qui rend un petit peu compliqué la lecture par rapport aux années précédentes. Mais on a plus le droit de l'écrire avec taxes communales, taxes départementales, etc. Donc en fait, on fusionne l'ensemble et on ajoute 1% à cet ensemble. Voilà, sachant que le département, lui, ne pourra pas augmenter puisqu'il ne perçoit plus cette part-là. Donc la commune perçoit directement la part départementale. Oui, à la place de la taxe d'habitation. En fait, comme il n'y a plus de taxe d'habitation, c'est le département, via ses taxes foncières, etc., qui compense. Mais sur les taxes foncières. Sur les taxes foncières, c'est ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Une affaire encore un tout petit peu financière. Je vous propose donc de répondre à l'agglomération qui propose qu'il y ait un travail commun sur les certificats d'économie d'énergie. En fait, la loi du 13 juillet 2005 a introduit le mécanisme des certificats d'énergie. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites des travaux d'économie d'énergie, le différentiel économisé vous donne droit à des certificats d'économie d'énergie. L'agglo propose qu'à chaque fois que nous allons faire des travaux comme le toit de la mairie, par exemple, où nous allons changer la chaudière, isoler, etc., donc nous allons
gagné en dépenses énergétiques, eh bien, nous allons le valoriser auprès de l'agglo. Et l'agglomération va pouvoir percevoir les certificats d'économie d'énergie. La contrepartie de cela, c'est qu'elle nous en reverse une partie. Et plus on fait de dépenses d'économie d'énergie, et plus on économise d'énergie, et plus le reversement via la subvention est important. Donc si vous faites des économies, j'ai envie de dire classiques, vous allez avoir par exemple une subvention de l'agglo à 50%. Si vous faites des travaux plus importants qui permettent vraiment de baisser beaucoup la consommation, eh ben vous serez peut-être subventionné à 70 ou 75%. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que c'est l'agglomération qui gère ça. Pour une commune, c'est vraiment compliqué. Là, ils ont un personnel spécialisé qui sait faire que ça, pas que ça, mais qui maîtrise complètement le principe. Quand on dépose, par exemple, un dossier de subvention pour la mairie, ils regardent, ils analysent toute la consommation de la mairie avant, ils analyseront la consommation après, et ils nous diront, on a obtenu tant de certificats d'économie d'énergie, et donc on peut vous financer à telle hauteur. Voilà. Donc je vous propose d'adhérer à cette c'est une convention en fait, je crois. Je vérifie comment. En fait, il n'y a pas de dépenses, il y a juste. Du tout. Voilà, il y a juste un retour sur investissement. C'est ça. Et donc voilà, non, nous on nous demande d'approuver le dispositif de regroupement, et c'est le président de l'agglo qui va signer les conventions d'habilitation, et surtout qui va aussi assurer la vente des certificats d'économie d'énergie sur le marché. En fait, quand vous les obtenez, pour avoir de l'argent, il faut les revendre. Enfin, voilà, si quelqu'un sait le faire ici, mais c'est pas le métier du mairie. Voilà. Là, il y a un service juridique, il y a un service des marchés, il y a un service financier qui est tout à fait en capacité de le faire. Et nous, on va en tirer le bénéfice de, à chaque travaux fait, de récupérer une subvention. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. De la même façon, l'agglomération a lancé marché public pour la fourniture de vêtements de travail, de chaussures de sécurité et d'équipements de protection individuelle. Il y a 2 lots avec un appel d'offres ouvert, et c'est un accord, le cadre à bon de commande. Ça veut dire que globalement, l'agglo passe un marché, alors je dis n'importe quelle somme parce que je ne connais pas les sommes, mais par exemple à hauteur de 200 000 euros. Et à chaque fois qu'une commune va venir dire moi je vais avoir besoin de tant de paires de sabots, tant de blouses, etc., l'agglo fera un bon de commande à la hauteur d'obtenu, alors je sais pas, 10 000 euros par exemple d'équipement de travail, et ça viendra en déduction des 100 000 qu'ils auront passés comme marché. C'est comme ça que ça fonctionne, les bons de commande. Et donc il y a une convention constitutive de groupement de commandes qui est pris en charge par l'agglomération, là encore, c'est là l'intérêt, et avec 2 lots, un lot vêtements de travail, gants et protection, vêtements de haute visibilité et équipements de protection individuelle, hommes et femmes, et un lot numéro 2 pour tout ce qui est chaussures et bottes de sécurité. Parce que ça, c'est quand même très très spécifique. Donc voilà, je vous propose d'adhérer à cette convention constitutive de groupe. Mais les prix sont négociés par l'agglo. Oui, mais pour 60 communes. Ouais, donc ça va diminuer. C'est plus intéressant. Voilà, forcément. Forcément, plus vous passez un marché large, plus vous obtenez des prix intéressants. C'est justement l'intérêt de se regrouper, de mutualiser à ce niveau-là. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Les joies de la DGFIP. Je propose une délibération sur l'encaissement de 3 chèques. En fait, une commune ne peut pas, peut encaisser des chèques à condition
condition d'avoir délibéré pour mettre une pièce justificative en face des chèques pour que la DGFiP accepte de les valoriser dans notre budget. Donc nous avons eu 3 chèques. Le premier concerne la clôture du stade, donc qui a été remboursé par le groupe AMA, mais par chèque. Ils n'ont pas fait de virement. Pour la somme de 3 180 €. Ensuite, nous avons eu un chèque. Alors, là c'est la petite histoire de même. C'est le Trésor public qui fait un chèque à une commune pour nous rembourser un excédent de taxes foncières et nous demande une délibération pour pouvoir encaisser le chèque qu'ils nous ont fait. Kafka, Rémi. Ah, mais des fois que tu ne l'encaisserais pas. C'est ça. Et le dernier, enfin, il y a eu une commande de livres scolaires, il y a eu une double facturation, et donc ça a été payé 2 fois, donc on a fait une réclamation, et donc la société Bayard nous a remboursé, mais par chèque. Oui, on ne pouvait pas faire d'annulation en fait. C'est ça. Et donc je vous demande aussi d'accepter le chèque et de m'autoriser à les encaisser avec la délibération, pour que nous puissions rentrer quand même 3 180 plus 70 plus 58, quasiment 4 000. Donc voilà. Et si c'était un virement, c'était bon, il n'y avait pas Oui. besoin de délibération. Non. D'accord. Non. Et c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est les anguilles. J'avoue que depuis qu'on est passé là-bas, c'est vraiment compliqué. Oui. Ah oui, oui, mais alors même les virements sont compliqués. Oula, ça va devenir autre chose là. Il faut gérer tout ça. La délibération suivante, donc je vous parlais tout à l'heure de notre contribution au service de défense incendie pour 51 431. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça a légèrement baissé cette année. Voilà. Pour autant, je vous propose une délibération où nous sollicitons un échelonnement d'échéance, c'est-à-dire le payer en 3 fois. Alors, il est inscrit au budget, vous pourriez me dire, on peut le payer tout de suite, sauf que si on le paye tout de suite, on décaisse en une seule fois 51 431 €, et que ça peut manquer en trésorerie un mois ou un an. Donc en se disant février 2022, avril 2022 et juin 2022, on étale la dépense. On sait que normalement le SDIS ne demande pas d'intérêt de retard à partir du moment où on a pris la délibération et qu'on a fait le courrier qui va bien. Et ça permet d'étaler la dépense et donc de ne pas opérer notre trésorerie si jamais il y en avait besoin pour les salaires ou pour autre chose. Voilà. On paye les entreprises, on a des subventions. C'est ça. Aussi Oui, parce qu'en fait, je vous l'avais déjà dit, mais vous savez, toutes les subventions qu'on a obtenues, par exemple pour la cour de l'école, ne seront payées que sur facture acquittée. Et donc, actuellement, puisque les travaux se poursuivent, nous, on commence à payer des parts de factures, ce qui est normal, parce que les artisans ne peuvent pas attendre non plus 2 ans, 3 ans pour se faire payer. Mais nous, on aura les subventions que tout à la fin. Ça veut dire qu'il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir alimenter et payer les artisans. Oui. Ce qui est pas normal. Mais on a payé en février. On devrait décaisser l'argent au fur et à mesure. Oui. On va le régulariser, mais non, on peut le faire en février, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Voilà, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Petite délibération qui concerne cette salle. Nous demandons un chèque de caution quand nous louons cette salle et un chèque aussi par rapport au nettoyage de la salle. Malgré tout, on s'est aperçu, et bon, c'est un petit peu normal, qu'il y avait de la disparition de couverts, qu'il manquait des verres, des assiettes, etc. On a essayé de mettre en place un système d'état des lieux vraiment réel. Il y a eu un tri de la vaisselle, elle a été recomptée, elle a été mise par
par groupement de 50, pour que ça soit plus facile, comme ça, si la salle est louée pour 50, et ben c'est telle armoire qui correspond au nombre de plats, d'assiettes, de couverts, etc. Un peu d'excédent, parce qu'il en faut toujours un peu plus. Donc on a essayé d'organiser cela. Je remercie d'ailleurs Delphine d'avoir participé et Hélène d'avoir participé à cette mise en place. Ce qui permet aujourd'hui de faire un état des lieux réel et de dire telle armoire que vous avez pris au moment de la location, on recompte les assiettes, on recompte les verres, on recompte les fourchettes, les couteaux, etc. Et on vous propose donc 1 euro pour tout verre ou assiette manquant et 50 centimes par couvert manquant. Pour pouvoir simplement pouvoir à un moment remettre de la vaisselle, parce qu'on se dit une assiette c'est rien, mais au bout de 5 locations il manque 10 assiettes, et Puis après tout est dépareillé, on trouve c'est pas ça. forcément les mêmes. Et donc l'idée c'est de racheter de la vaisselle de même, parce que une vaisselle plutôt de qualité, donc de la même qualité qu'on appelle Pour que ça soit homogène. pour les collectivités, assiettes blanches, verre à pied classique, etc. On ne fait pas de folie, on rachète vraiment l'identique et ça permettra un petit peu de mûrir cette dépense-là. Voilà, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous retournons sur la parcelle 1719. Cette fois, j'espère que c'est la dernière délibération. Vous vous souvenez, on avait émis une délibération pour vendre la parcelle 1719 à hauteur donc, de la Centre des écoliers à 2450 €. Nous avons passé la délibération sans doute un petit peu vite, je vous l'accorde. Vous n'aviez pas l'avis des domaines. Et on avait fait la demande de l'avis des domaines, mais ça ne venait pas, donc on a passé la délibération. Et le 25 août est arrivé l'avis des domaines, qui nous a indiqué que le prix était de 3500 €. Ils ont dit ça comme ça ou ils ont donné un prix au mètre carré? Non, c'est la valeur vénale de la parcelle qu'on leur a indiquée. Ils ne donnent pas au mètre carré, ils donnent sur des parcelles en fait, en entier. Donc nous avons appelé le futur propriétaire en lui expliquant que, il y avait une valeur des domaines et normalement la commune doit s'aligner sur la valeur des domaines, à minima. En fait, on ne peut baisser la valeur des domaines que si, par exemple, il y avait, une déconstruction d'un bâtiment ou un désamiantage de bâtiment pour donner la jouissance. Ce qui n'est pas le cas. Donc, on lui a indiqué qu'on ne pouvait pas le laisser et que. On est obligé de suivre l'avis. On était obligé de suivre l'avis des domaines. Voilà. Donc, le futur acquéreur a accepté cette somme et donc je vous propose de repasser la délibération pour m'autoriser à vendre cette parcelle avec le nouveau prix de vente, que les frais relatifs au dossier seront à la charge de l'acquéreur et de m'autoriser à signer tous les actes qui iront bien sur cette vente. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Oui. 2. 4. 4, pardon, oui. La délibération suivante. Vous vous rappelez, le 14 décembre, nous avons passé une convention d'occupation de parcelle entre la commune, un apiculteur et un éleveur de chevaux. Et depuis, il y a eu un certain nombre d'épisodes de chasseurs qui ont traversé cette parcelle, qui ont tiré, en plus un peu en direction des habitations, parce qu'il y a quand même des gens qui ont eu des ponts dans leur cours. Alors même si on dit que c'est pas dangereux, c'est toujours un peu stressant. Et surtout, j'aimerais que les animaux, abeilles comme chevaux, soient tranquilles sur cette parcelle. Je vous propose donc ce qu'on appelle une mise en refuge, c'est-à-dire que par la mise en refuge, la commune est autorisée à globalement interdire la chasse sur cette parcelle et même la traversée de cette parcelle par des chasseurs. Ils n'ont pas le droit d'y aller, ils n'ont pas le droit de tirer à cet endroit-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle une mise en refuge, c'est ce qu'on a trouvé
Et on est à peu près sûr que voilà, les deux personnes qui en plus y vont aussi le dimanche, etc., soient tranquilles, ne soient pas en danger et que les animaux soient tranquilles aussi. Voilà, et puis ça sera envoyé évidemment à tous les organismes de chasseurs, etc., pour information, et au comité départemental de chasse aussi. Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions? Une ou deux? Je maintiens. Pour Chantal aussi. Moi, je maintiens, parce qu'une, on lira Une, pour moi. d'accord, merci. De Chantal, je pense que. Mais je maintiens vis-à-vis des chasseurs. Il n'y a pas de souci. Je vous propose ensuite la signature d'une convention avec la Semaine des 4 jeudis, qui est la ludothèque de Louviers, et qui, à titre expérimental, nous a sollicité pour fabriquer et installer une boîte à jeux. Une boîte à jeux, ça fonctionne comme la boîte à livres qui est à la place de la mairie, c'est-à-dire que on y met des jeux, les enfants ont le droit de les prendre pour y jouer, soit ils peuvent les ramener, soit ils peuvent ramener d'autres jeux. C'est un système d'échange, de partage, mais autour du jeu, jeu de société, ou voire petits jouets, petits personnages, ou ce qu'on veut d'ailleurs. Donc, nous avons fourni l'armoire qui allait bien. La Semaine des 4 jeudis l'a poncée, a mis les premières couches de peinture. Elle a été ramenée ici et les enfants du centre de loisirs l'ont décorée. On était en période Covid, donc on ne pouvait pas inviter les enfants de l'extérieur, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà. Et donc l'association des 4 jeudis nous propose une convention qui dit un petit peu ce que tout le monde fait. Alors, globalement, nous, on l'installe, mais une fois qu'on l'aura installée, c'est plutôt eux qui vont la gérer et l'entretenir. Et ça nous permettra aussi de faire avec eux une évaluation, en fait, du fonctionnement. Est-ce que les enfants respectent les jeux? Est-ce qu'ils rendent des jeux incomplets? Est-ce qu'on en retrouve autour? Ou est-ce qu'ils les rangent bien, etc. Enfin, voilà, on va essayer de travailler avec eux. Bien sûr, elle sera représentée aux enfants et des écoles et du centre de loisirs pour qu'ils comprennent bien le fonctionnement et puis qu'on essaie de les alerter sur le respect qu'on doit avoir par rapport aux choses publiques. Je pense que c'est aussi un bon pied pédagogique, en fait, pour un peu passer 2-3 messages aux enfants. Voilà. Et tout ça grâce à une stagiaire BPGEPS qui nous avait et qui a eu l'idée. Il y a des, je sais pas, oui, j'en ai pas mis. Il y a des très jolies photos parce qu'elle est vraiment jolie, elle est très colorée, quoi. Enfin voilà, ils ont fait vraiment un très très bel objet. On a juste encore un tout petit doute sur où on l'installe. Voilà. Il faut que ça continue à discuter. En fait, la semaine des 4 jeudis souhaiterait vraiment qu'elle soit dans un endroit très public. Nous, on pense que pour leur apprendre, il faudrait qu'elle soit peut-être un peu protégée dans un premier temps. Et on avait pensé plutôt à l'entrée autour du centre de loisirs. Les enfants y passent régulièrement, des parents y passent. En plus, les mesures sanitaires sont en train de se faire, donc les parents qui vont au centre de loisirs pourront y passer, etc. Bon. Mais avec le problème qu'on a mis un visiophone, donc c'est moins facile d'y accéder, sauf aux heures où on va chercher ses enfants. Voilà, donc on est encore en train de discuter autour de ça. Mais il va falloir qu'on se lance et qu'on l'installe. De toute façon, maintenant qu'on a signé la convention, il faut qu'on y aille. Voilà, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et la dernière concerne le syndicat des gymnases. Donc, il nous a alerté que les statuts avaient changé. Alors, en fait, les statuts n'ont pas vraiment changé. C'est simplement parce qu'il y a une commune qui est partie, Authieu sur le port Saint-Ouen, et nous qui sommes rentrés entre deux d'ailleurs. Et donc, dans les statuts du syndicat sont faits de telle façon que l'article 1
nomme toutes les communes qui font partie du syndicat des gymnases. Donc dès qu'il y a un mouvement d'une commune qui s'en va ou d'une commune qui rentre, en fait les statuts sont revotés. Et donc toutes les communes adhérentes doivent revoter aussi. Voilà, donc vous l'avez eu, enfin, rien n'a changé à part ça. Vraiment, le reste est complètement le même, sauf à cette affaire de commune qui change. Et finalement, ça revient à combien pour la commune La cotisation. Aux environs de 5 000 euros. D'accord. Investissement et fonctionnement compris, puisqu'on a une part fonctionnement et une part d'investissement. Donc c'est au nombre d'élèves. Voilà. Donc aujourd'hui, Le nombre d'élèves scolarisés là-bas. oui. Aujourd'hui, l'ERI a 57 élèves scolarisés à Pont-de-Marche, tous niveaux confondus. Au niveau Alors Yannick, qu'à Val-de-Reuil, c'était gratuit. Oui. est-ce qu'il y a du changement sur la carte scolaire ou pas? Parce que Oui. je sais qu'il y a les communes avoisinantes, ça change. Oui, la carte scolaire a été retravaillée au niveau du département. Donc le gros changement, c'est que Cricbeuf et Igoville retournent à Pont-de-l'Arche, que l'école Pivolet à Val-de-Reuil va aller au collège Montaigne, que l'école des Dominos va aller à Alphonse-Sailly. Pour le secteur, c'est ce qui change. Donc, cette réunion, moi j'ai pris un rendez-vous avec la vice-présidente en charge de ce dossier pour lui demander si les enfants de Lévis continuaient à vitam aeternam à aller à Pont-de-l'Arche, ou si à un moment il y aurait possibilité de retravailler les choses. Alors, les choses s'éclaircissent un tout petit peu malgré tout. Pourquoi? D'abord parce que des parents qui demandent des dérogations, globalement, les obtiennent. C'est-à-dire qu'un enfant de Lévis qui va absolument aller à Val-de-Reuil pour une raison X ou Y, si tous le faisaient, bien sûr, ils ne l'obtiendraient pas, mais comme c'est un peu à la marge, globalement, les 2 dernières années, ils ont obtenu leur dérogation. La deuxième chose, c'est que je l'ai donc informé que nous étions sans doute en période d'aménagement des terrains en entrée de ville, et que pour le coup, vendre à des habitants que vous habitez en entrée de ville à globalement 600 mètres à pied d'un collège, et vous allez prendre un bus pour aller à l'autre bout, voilà. Et donc, cette carte scolaire va devenir plus souple, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir des variations à la marge avec ce type d'exemple. Si effectivement un terrain est vraiment plus proche d'un collège, ils accepteront que, par exemple, une partie de l'ERI aille au collège d'Alphonse-Sailly. Voilà. Et d'autre part, sur le collège de Pont-de-l'Arche, quand même, la grande, parce que c'est plutôt un bon collège, et puis en plus là, il est complètement reconstruit, donc il va y avoir des aménagements neufs, ils vont vraiment bénéficier d'un très bel établissement. Mais les récriminations normales portaient sur le transport des élèves, puisque les élèves mettaient 40 minutes à y aller le matin et 40 minutes le soir. Donc l'année dernière, nous avons obtenu que les enfants de l'ERI partent les premiers le matin, mais par contre qu'ils soient redéposés les premiers le soir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, entre 5h15 et 5h20, devant la mairie, vous voyez arriver le bus du collège, un quart d'heure, 20 minutes. En plus, c'est pas énorme. Donc ça, c'est la première chose qu'on a gagnée. Et puis surtout, parce qu'on le disait depuis le départ, que c'était dangereux, ce sont des bus, les enfants doivent être assis. Non, ce sont des cars, pardon, et les enfants doivent être assis. Et que quand il y avait beaucoup d'enfants, il y avait des enfants debout. Et donc, il y a quelques mois, on est arrivé ce qui est arrivé, le chauffeur a dû freiner précipitamment, une enfant qui était debout est tombée, s'est cassé la cheville. Et là, je dois vous dire que le soir même, moi j'ai fait les coups de téléphone qu'elle vient, disant que ça suffisait maintenant. Ce soir, on me mettait 2 cars, soit on mettait un bus qui permet d'accueillir différemment, mais surtout que je voulais qu'on retravaille les choses. Et donc maintenant, nous avons 2 bus le matin et 2 bus le soir. Ce
Ce qui fait que les enfants qui commencent par exemple à 10h peuvent prendre le bus qu'à 9h. Quand même, se lever à 6h pour prendre le bus à 7h10 pour attendre un cours de 10 à 10h. Sauf si vous n'avez pas fini votre devoir et vous avez absolument besoin des 2 heures de permanence pour le finir, mais bon, il y a quand même peu d'enfants, bon, puis c'est un âge où ça dort un peu plus, etc. Et de la même façon, il y a un bus à 5 heures classique et il y en a un à 15h30. Voilà. Ce qui fait qu'un enfant qui finit ses cours à 15h peut prendre un bus à 15h30 et rentrer. Sincèrement, les retours que j'ai, c'est que déjà cet aménagement-là a quand même beaucoup facilité et mieux fait accepter le fait d'aller à Bompard. Voilà. Je m'en rappelle plus, on a voté. Moi, j'étais à Bompard. Oui. Il y avait pas mal d'heures. Bah oui, quand il y avait pas mal d'heures, on allait à Bompard. On a voté. Pardon. Donc, je reviens à mon syndicat simplement, vote contre, abstention. Je vous remercie. Mais je crois que nous avons terminé l'ordre du jour. Il commence à faire bon. Il y a quelques questions internet, j'ai pas eu Il le y a temps. des questions là-bas aussi. Oui. Oui, c'est par rapport au recensement, c'est fini, je pense. Oui. Oui, on a des résultats Alors, on n'a pas les résultats définitifs officiels. La superviseure qui est revenue semaine dernière, voilà. Donc, la finalité, vous savez, la prise en compte des personnes décédées pendant le recensement. On en a quand même perdu 4 pendant le recensement. Voilà. La prise en compte de ceux qui ont refusé de répondre, mais quand on connaît le nombre d'habitants, on a le droit de les déclarer, etc. On serait, alors, c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'on n'a pas le résultat définitif. Oui, puis il y a une population de double compte, en fait, il peut y avoir des étudiants qui sont comptés à 2 ans. C'est ça. Donc ça, il faut qu'ils finalisent tout ça, et en général, l'INSEE met un petit peu de temps à le faire, mais on serait de toute façon aux alentours des 2000. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est 1999, 2020, 2030 ? Je n'en sais rien, parce que ça, moi, je ne connais pas le mode qu'ils utilisent pour compter les habitants. Mais on est allé les chercher jusqu'au dernier moment, vraiment. Et il y a même des gens qui, lundi ou mardi, sont venus nous porter nos feuilles, parce qu'ils n'avaient pas tilté que ça s'arrêtait vendredi. Oui, moi j'en ai eu après la date que j'envoyais aussi. C'est incroyable. Mais voilà, oui, globalement, on garderait à quelques unités près, à peu près le même nombre d'habitants. Du moins, je le sais. Moi, j'ai une question. Il y a des forages là, entre l'Eure et la SNCF. Ils ont fait des puits. Moi, j'ai vu que l'eau coulait dans l'Eure. Alors, je ne sais pas si c'est pour décharger quelque chose, mais c'est quoi ? Vous êtes au courant ? Oui, oui, oui. Alors, c'est l'agglomération qui a pris une entreprise spécialisée. Ils font des mesures de montée et de descente de nappes phréatiques. C'est ce que je pensais, mais... Voilà. Et donc, en fait, ils font des forages. Des pisiomètres, c'est ça. Et puis le seul qui reste en fonctionnement, là, c'est un forage de 80 mètres de fond. Et pendant un mois, ils pompent pour voir si ça a influence sur les autres. C'est ça. Ils regardent en fait le transvasement sur les différents... De la même façon, ils ont fait ça aussi. J'ai un puits chez moi. Ils ont mis une sonde dans mon puits. Et ils ont demandé à plusieurs habitants qui avaient des puits de faire la même chose. Ils regardent comment les nappes évoluent, passent de l'une à l'autre, comment ça repart, etc. Alors, comme ça fait un pompage, effectivement, il y a une partie d'eau qui repart. C'est la nappe phréatique qui repart dans la rivière, en fait. C'est de l'eau pure. Oui, je sais bien. Je sais bien. Et, il y a des quantités importantes, là. Parce que oui. le tuyau, il est comme ça. Hein. Oui, c'est important. Et c'est une étude qui est menée sur plusieurs mois par l'agglomération. C'est ce que j'avais pensé, mais je n'avais pas le terme exact. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ? Et Pour moi, ils sont servis aujourd'hui faire les relevés. Et ça, ils viennent régulièrement, on les revoit passer parce qu'ils font des relevés, effectivement. Voilà. Et donc, alors, il y avait une question, je les ai lues très rapidement, si quelqu'un peut me les redonner, s'il vous plaît, parce que... Il y avait une question sur le portail du cimetière avec la tempête. Alors, effectivement, le portail, qui était déjà pas en très très bon état, a subi la tempête du week-end d'il y a 15 jours. Il manquait déjà une planche, là, il est tombé, clairement, voilà.
Nous sommes en train d'explorer deux pistes. La première qui serait celle de la réfection par un monsieur qui adore travailler le bois et qui essaierait de le réparer. Et puis la deuxième, évidemment, s'il n'est pas réparable, de commencer à faire des devis pour le changer et remettre un portail. Un portail qui serait vide, ce serait bien parce que ça peut être isolant. Tout à fait, on est d'accord. En fait, on voudrait des choses avec des lamelles pour que le vent passe à travers. Oui, parce que effectivement, ici, on le voit bien, il y a un certain nombre de portails qui finissent par vriller, voire par tomber, parce qu'ils ont trop de prise au vent. Complètement. Puis là, ça souffle bien en haut, comme ça. Le vent, il arrive directement de ton cou. Dès qu'on ouvre le portail du cimetière, ça fait une claque aussi un tout grand. Oui. C'est un portail en bois, mais ça fait des années qu'il claque quand même. Il a été remis plusieurs fois. Donc c'est pas étonnant qu'il soit tombé. Ouais. Et donc on va le réparer, hein, ça c'est sûr. Mais on essaye juste de trouver, comme d'habitude, les solutions les moins onéreuses et les plus pratiques. Je vais venir voir cette semaine de toute façon. D'accord. Pourquoi pas. On va voir ce qu'on peut faire. Il faut le ferrer derrière. Ouais. Non, mais j'ai un copain, il travaille le bois, donc. Et puis reprendre sur les gonds, puis c'est. J'en ai parlé, il m'a dit bon, faut que je le voie pour voir comment il est. Oui. C'est possible à Il était de bonne qualité. Hein. Ah oui, c'est du bon bois. Qui avait été acheté, Il est costaud, de toute façon. On l'a porté avec Gislain, il est costaud. Oui. On peut sans doute repartir d'une partie de la structure et le rénover à partir de la structure qui est effectivement de bonne qualité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sera fait. Il y a aussi une question sur le jumelage avec l'ERI au Canada. Alors, l'ERI au Canada, donc on a eu il y a un mois maintenant, à peu près, une visio avec le nouveau maire, puisque il y a eu des élections là-bas, et donc c'est Kevin Boyle, le nouveau maire. Donc on a fait une visio avec eux. Il était avec deux adjoints et nous on était beaucoup plus nombreux que ça parce qu'on avait très envie de les rencontrer. Donc on avance tranquillement. Ils vont bientôt avoir une école, donc qui va ouvrir là en septembre, si je ne m'abuse, si j'ai bien compris. Donc l'idée, puisque nous on a la fibre qui arrive, qui a des portables maintenant dans les classes, etc., on a proposé que des enfants canadiens et des enfants lérisiens français puissent par classe avoir des visios, etc. Après, s'il y a des accroches particulières, ils le font chez eux de toute façon. Voilà. On a aussi imaginé qu'à la Saint-Ouen, on puisse faire une remise de drapeau, c'est ça? On a prévu le cadeau. Ils montraient notre drapeau à nous, les Risiens, pendant qu'on montrait le leur canadien, toujours avec cette histoire de visio, etc. Mais il n'est pas dit, on croise les doigts, que le maire de l'ERI Canada ne vienne pas en France à ce moment-là. Et dans ce cas-là, il nous honorerait de sa présence pour la levée des couleurs canadiennes. Ça serait vraiment super. Ils sont très enthousiastes, cette nouvelle équipe a perdurer les liens. Donc voilà, on a trouvé comme ça un certain nombre d'accroches. Et puis un jour, on va y aller, hein, ça, c'est sûr. Avec morale. C'est sûr, il faut trouver un billet d'avion pas cher. Mais une fois que le cours sera terminé, peut-être. Mais le maire de l'ERI Canada était venu à l'époque. Et Carole et Elio y allaient. Oui. Si elle leur avait déposé un livre de l'ERI. Tout à fait, c'est ce qu'il m'a dit, complètement. Donc ils avaient déjà le livre et tout. Il y a eu des échanges comme ça de petits cadeaux. On envoyait un petit colis, etc. De toute façon, oui, parce que alors là, le maire actuel, sa famille d'origine est dans le Perche. Voilà. Mais sinon, oui, de toute façon, il y a une commune qui s'appelle Le Vaudreuil à côté de chez eux, avec un château. Il y a tellement de similitudes que c'est forcément à un moment des gens du cru qui sont partis et qui se sont installés et qui ont mis les mêmes noms parce que ça leur faisait du bien de continuer à s'appeler pareil. Il reste deux questions. Oui.
Une concernant la création de pistes cyclables ou de voies partagées, vélo-voiture, sur certains axes. Merci, smiley qui sourit. Oui. Alors, sur les pistes cyclables, il y a quelques trucs qui existent, mais pas énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est prévu à la sortie du chemin des sentiers au niveau de l'entreprise de M. Nico et d'ODS, là. Et Val-de-Reuil, bon, là on est à Val-de-Reuil, hein. Val-de-Reuil a prévu une piste cyclable qui descendrait directement de la voie de Loré là-haut jusqu'au chemin des sentiers, et sur les fameux terrains EPFN, nous leur recéderions une bande pour qu'ils puissent faire le redépart vers Val-de-Reuil. Mais ce qui est quand même une bonne nouvelle pour nous, parce que d'abord l'ouvrage va être vraiment de qualité avec des plantations, etc. Donc ça fait une jolie entrée de ville, c'est plutôt joli. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que globalement, avec cette piste cyclable, les Lérisiens vont bénéficier soit d'aller à la gare en vélo par cette piste cyclable qui ensuite passera par le pont, etc. Soit pourront rejoindre voie de Loré, la route de Louviers, où là ils pourront prendre le bus à haut niveau de service qui accepte les vélos. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent aller travailler une partie en vélo, mettre leur vélo dans le bus et aller ensuite dans les grandes industries qui sont sur la grande avenue Winston Churchill. Sur les voies partagées, on est un peu en train d'y réfléchir. Les voies partagées, c'est le fait que la route, alors c'est en général des routes à sens interdit malgré tout, pour des raisons de sécurité. Mais en fait, on met un gros panneau à l'entrée de cette rue et on dit autorisé aux vélos et aux voitures avec une priorité au vélo. C'est-à-dire que le vélo devient prioritaire dans cette voie-là, etc. Donc il y a quelques rues sur lesquelles on pourrait essayer d'envisager effectivement, je proposerais bien une expérimentation pour qu'on s'aperçoive si les gens respectent. Il faut être attentif aux panneaux bombés parce qu'il faut qu'ils soient très visibles, les panneaux, de telle façon que l'automobiliste ne se fasse pas non plus surprendre par un vélo qui arrive. Parce que le vélo, lui, il a le droit de rouler, par exemple, dans un sens interdit, dans les deux sens. Voilà. Sur ces voies partagées. Donc, il y a des choses à réfléchir, mais c'est quelque chose qu'on a en tête, tout à fait. Et une dernière question concernant l'éclairage public qui a été refait au sentier. Il est demandé si rue Bellevue, ça allait être refait également ou s'il gardait les lampadaires actuels. Qui est derrière les immeubles, en fait. Ils ont été refaits aussi. L'éclairage public, il a été refait dans la rue Bellevue. Rue Bellevue, ça veut peut-être qui remonte à Saint-Ouen. Ouais, enfin, pas long. Le seul qui n'a pas été changé, et je suis en train d'essayer de négocier qu'il me le change, c'est celui qui est sur le terre-plan. Au milieu, là. Au milieu, avant le cimetière. C'est vraiment moche, quoi. Ils ont mis plein de super beaux réverbères qui vont bien dans le quartier. Et puis quand vous arrivez au bout de la rue Victor Hugo et que vous prenez la rue Bellevue, vous avez ce vieux mât qui est en plus un peu déglingué, qui n'est pas de la même couleur. Enfin, voilà. Donc je suis en train de négocier le changement de celui-là. Mais il faudra peut-être aller voir dans la rue en question, voir ce qu'il en est, mais voilà, ok. Mais pour moi, ils ont été changés aussi à rue Bellevue. Ok. Non. Bah, voilà. Bertrand. Ils ont dû changer un pas de Bellevue, mais la rue Bellevue. Rue Bellevue, c'est la rue où il y a M. Elio. C'est la rue qui. De ce côté-là. De ce côté-là. Je pense que c'est de ce côté-là qui est demandé. Alors non, de ce côté-là, ils ne seront pas changés. Parce qu'en fait, le changement était lié complètement à la réhabilitation du quartier. Donc on a déjà, si vous regardez bien rue du Souvenir, on a des trottoirs qu'on n'avait pas, on a un aménagement pour aller justement à l'entrée de la rue Bellevue, de l'autre côté, par la rue du Souvenir, un aménagement qui sécurise, je trouve quand même, avec un trottoir large qui permet aux gens de redescendre à pied en poussette, etc.
Mais non, là, on est dans une rue communale qui n'a plus rien à voir avec le quartier, donc il n'est pas prévu de changer ces réverbères. Et donc, question A, B. Est-ce qu'il est possible quand même de voir au niveau des lampadaires, parce qu'apparemment certains ne fonctionnent pas tout le temps. Ils sont régulièrement éteints. Alors, dans ce cas-là, la solution n'est pas de les changer forcément. Il suffit que la personne fasse un message à la mairie. Nous, on sollicite le syndicat d'électrification et qui vient changer l'ampoule si c'est l'ampoule, réparer le court-circuit si c'est un court-circuit, enfin voilà. Donc le siège fait 2 passages par an où il revisite tous les réverbères, il vérifie tous les réverbères. En général, c'est le jour où je dis « Ah, pourquoi c'est allumé le jour ?» C'est juste parce qu'il vient de faire la révision et que j'ai pas tilté que c'était ce jour-là. Et sinon, c'est sur demande. D'accord. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y a un habitant de la rue Jacques Delaunay qui nous a sollicité. On est allé, on a appelé le siège et ils sont assez réactifs. Hein. Globalement, dans les 2 jours qui suivent, normalement, ils réagissent, ils viennent. Et si vraiment il y a une problématique, eh ben, ils en alertent la mairie. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un dysfonctionnement, ils alertent la mairie sur le dysfonctionnement. D'accord. Ok. Bah, c'était tout. Ouais, il y avait une question, Delphine, si tu veux appeler. Il y a un Lérisien qui m'a demandé si c'était possible d'installer un radar automatique rue du 11 novembre pour faire ralentir les rencontres. Alors, non, alors, un radar en tant que tel, une commune n'a pas le droit. C'est posé par les services de sécurité. S'il existe, mais l'efficacité n'est pas complètement prouvée, c'est ce qu'on appelle des radars pédagogiques. Par exemple, quand vous descendez à Pont de l'Arche, vous avez un panneau qui s'allume et qui vous dit que, en rouge si vous êtes au-dessus de 50, en vert si vous êtes en dessous de... Voilà. Ça coûte très cher. Alors, ça coûte très cher. Et c'est ça. L'efficacité n'est pas complètement prouvée. Et de toute façon, les personnes ont décidé de rouler très vite tant qu'ils sont. Alors, le radar pédagogique de Pont de l'Arche, il a un intérêt, c'est que quand même, assez régulièrement, les gendarmes mettent un vrai radar, soit en haut, soit en bas. Et donc, ce radar pédagogique leur rappelle que régulièrement, il y a des gendarmes. Dans la rue du 11 novembre, pour l'instant, on a eu une fois un radar, parce que la gendarmerie m'avait demandé où est-ce que je souhaitais qu'on le positionne la fois où ils l'ont un peu testé. Et je l'ai fait positionner rue du 11 parce que, effectivement, quand ça déboule, ça déboule. Depuis, je n'ai pas eu de proposition de reposer le radar. Ils n'ont pas dû gagner suffisamment de sous. En plus, la gendarmerie, ils ont raison, hein, mais ils sont de plus en plus désabusés par rapport au radar parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux maintenant, ils posent un radar, ils me disent 10 minutes plus tard, tout le monde passe à 30 à l'heure. Alors moi je dis, tant mieux. Nous, on a gagné une journée de tranquillité puisque tout le monde, toute la journée, va passer à 30 à l'heure. Ils disent, oui, mais nous, notre objectif, c'est pas que tout le monde passe 30 à l'heure, c'est qu'on coince ceux qui roulent plus vite. Voilà. Donc, les 10 minutes d'endroit, c'est ça. oui, mais ça va vite, hein, les réseaux. Hein. Là-dessus, ça va vite. Et Waze, notamment, signale tout de suite. Et comme tout le monde est sur Waze maintenant. C'est beaucoup aussi à la tombée de la nuit et la nuit que ça roule assez vite un peu partout. Oui, c'est le soir. Pour n'en rien te cacher, quand la gendarmerie m'a fait cette proposition, je leur ai demandé la rue du 11. Et dans ma tête, c'était plutôt genre entre 18 et 20 heures, tu vois, parce que je sais qu'à 22 heures, ils le font plus, mais entre 18 et 20 heures, je trouvais que c'était le moment où les gens rentrent, où le mec va chercher sa pizza à fond de la caisse, ou son paquet de clopes à fond de la caisse, ou des choses comme ça. Et ils l'ont mis à 16 heures. Donc je pense qu'ils n'ont vu personne. À la sortie d'école. Bah oui, comme tout le monde, personne ne passe avec le ballon pour la sortie de l'école, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats. Voilà. Mais non, une commune n'a pas les moyens d'acheter un radar, très sincèrement. Madame Léger, alors, rue Jacques Delaunay, Oui. ils pensent aussi comme des fous, il y en a certains. Mais je ne me rappelle plus de mémoire s'il y a 2 panneaux, parce que normalement c'est 30 à l'heure dans les rues partout. Non, plus ou moins. Alors, les panneaux 30, je vous avoue qu'il faudrait qu'on fasse un circuit pour les revérifier,
Parce que l'autre jour, je me suis fait la réflexion qu'il y avait un arrêt, il y avait une fin de 30, je ne sais plus où, mais je me suis fait la réflexion que la fin de 30, c'était à l'entrée de la ville, quoi. Enfin, je me suis dit, bah, ça va pas du tout. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un circuit, qu'on aille vérifier un peu partout où il y en a, et puis qu'on décrète la commune. On va demander à l'aglo qui mette un panneau, si c'est l'aglo qui s'occupe de ça. Ouais. Parce que je ne suis pas certain, il y en avait dans le temps, mais comme ils avaient refait la route, tout ça, ça a été enlevé. Et puis ils mettent des nouveaux panneaux, les nouvelles couleurs, enfin tout ça. Et, parce que dans la rue Châteauneuf, ça Oui, ça roule très très vite aussi, je suis d'accord. dangereux, à la limite dangereux. Ouais, oui. En plus, elle est vraiment très étroite, avec des voitures garées de chaque côté. Bon, ça fait un peu chicane, mais ça ne n'empêche pas de passer. Ah ouais. Non, puis moi j'ai toujours peur dans cette rue-là qu'il y ait un enfant ou une personne qui sorte du parvis, qui déboule d'une voiture, qui sort d'une voiture. Parce que c'est vrai que quand ça roule, ça roule. Ça déboule. Moi je vous dis, en général, j'ai vu le matin à 7h, il y en a qui sont à 100 dans la rue. Donc il ne faut pas se louper, un petit truc comme ça. Parce que moi je les entends, ça fait une dépression entre les maisons, puis un vide, ça fait. Donc je sais à peu près la vitesse qu'il faut. Ah ouais, tout à fait. Je n'ai pas pu voir de mémoire, parce que bon, s'il y avait un panneau, là qui habite Philippe Colombin, tout ça en bas, s'il y avait un panneau 30, ou attention, je ne sais pas s'il est là. Et de l'autre côté. Mais malheureusement, ça n'empêcherait pas les gens de rouler vite. Non, mais c'est pour ça, c'est qu'après, tu te dis, vous avez vu le panneau, c'est 30 dans cette rue, parce qu'elle dit, ils te répondent, les gens qui sont gentils, t'arrêtes, je l'ai déjà arrêté déjà. On dit, il n'y a pas de panneau, hein. C'est pas limité à la vitesse. En agglomération, c'est 50, même si quoi qu'il arrive. Donc, sans que c'est pas possible, quoi qu'il arrive. Non, c'est ce qu'ils répondent, ils sont en fraude. Oui, oui, tout à fait. Au-dessus de 50, une heure. Au stop, c'est au coin de la rue des Violettes. Ils passent le stop, comme ils disent, ils ne s'arrêtent pas. Pourtant, il y a un panneau, hein, et ils ne le voient pas. Hein. Après, la priorité, on va changer pour elle. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des panneaux d'autorisation de vélos de circuler dans les rues, la rue des Violettes notamment, la rue de la Forêt. Non, pas la rue de la Forêt. Non. Voilà, rue de la Violette. Non, non. Pardon ? Il n'y a pas de violette, rue des Violettes. Il n'y a pas de ? De violette, rue des Violettes. Non. Mais il n'y a pas non plus de vélo normalement. Non, mais- Oh, c'est une petite rue, sans route, sans vite. J'ai entendu ce qu'on a répondu sur pistes cyclables et routes partagées. Moi, je pense qu'il faut faire des expérimentations. Alors, peut-être sur les routes du site, hein, mais je pense qu'il faut faire des expérimentations pour voilà, se dire pendant 3 mois, par exemple, on instaure ça et on regarde comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'endroits où, même si la rue reste en sens interdit pour les voitures, les vélos ont le droit de circuler. Il y a beaucoup d'endroits où ça se fait maintenant. Oui. Par contre, il y en a une clairement que je ne mettrai jamais en voie partagée, et surtout pas pour les vélos, c'est la rue Jules Ferry. Parce que moi, tous les matins, la même cycliste qui regarde son téléphone en faisant du vélo au lieu de voilà, je me la retrouve nez à nez, etc. Justement, vous la voyez comme ça, mais ce qu'il ne faudra pas qu'elle arrive au capot. Bah oui, mais je me suis fait voir plusieurs fois et j'avoue que cette rue-là, elle est quand même très dangereuse. Quoi. D'accord, c'est bien les gens qui font du vélo, je suis d'accord, mais il faut faire attention parce que justement, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Alors, il faut faire gaffe, entre le vélo et la voiture, on arrête la voiture, sera condamnée dans les temps futurs, mais il faut faire attention, Guéry, c'est un petit village. Non, mais c'est pour ça que je pense que l'expérimentation de la rue partagée, ça se tente sur 2-3 rues et on regarde comment ça fonctionne. Parce qu'avant, ils le font, mais quand c'est une rue très étroite, c'est quand même hyper dangereux. Le problème, c'est qu'après, c'est que ceux qui se sentent prioritaires assis sur leur vélo peuvent marcher parfois à 3 en face. Vous arrivez avec 3 personnes en face de vous, puis vous dites, bah, c'est une bonne priorité au vélo, poussez à la vélo. En général, la piste pour les vélos, elle est très très étroite, elle ne permet pas de mettre 3 vélos. Hein. S'il faut faire encore plus du marquage au sol, ça va être C'est que le problème dans cette rue-là, là, les 2 rues que tu as discuté, Michel, le problème, c'est qu'il y a déjà des stationnements de voitures. Ouais, c'est voilà, si je veux faire un marquage pour faire voiture, plus vélo, plus les lentement intérieur de stationnement. C'est compliqué. Ouais. Sauf qu'en intérieur de stationnement, pour la rue de la Forêt, le matin, c'est pas où se garer. Ah bah c'est clair, non, je dis, ou alors il faut intérieur de stationnement. Faire attention, c'est pour parce que dans le village, quand même, il y a plein d'endroits où la maison elle est en fond de rue, enfin voilà, il n'y a pas de trottoir, etc. Donc
Donc, sauf à imaginer des endroits où on pourrait aller garer sa voiture, mais je rappelle que pour l'instant, les gens, ils ont besoin que leur voiture soit devant chez eux, parce qu'ils veulent pouvoir la surveiller. Enfin, donc, il y a des mentalités à changer, il y a des choses à faire évoluer, et puis il y a le fait de la propriété privée. Les gens ont envie que leur voiture soit abîmée, soit... voilà. Dans les années 60, il n'y avait qu'une seule voiture rue Jacques Delaunay, c'était celle de M. Raymond Femelle, qui a été maire de l'Île-la-Croix, parce que tout le monde avait des voitures, mais ils se servaient des vélos pour aller travailler, parce qu'ils travaillaient à proximité. Bien sûr. Maintenant, les gens vont travailler très loin, donc vont et la vitesse, les gens roulaient pas vite dans les rues. Enfin, c'était des voitures qui ne pouvaient pas conduire. Non, ou alors on met des charrettes avec des chevaux et des ânes, et comme ça les voitures sont obligées d'attendre. Qui c'est qui va ramasser le crottin? C'est un vrai problème, effectivement. Bien, merci beaucoup de ce temps passé de ces échanges. C'est bon? Et puis on se revoit normalement fin mars. Voilà.